La montagne est tellement belle quand arrive le crépuscule. Le décor change alors radicalement de couleur. Et on peut alors voir les roches, absorber les dernières lueurs du soleil. Je crois que j'ai toujours aimé ce moment. Ce moment si précieux, où la montagne devient silencieuse. Tellement silencieuse qu'on croirait presque entendre ce silence. Les gens se demandent souvent ce qui me pousse à constamment partir à l'aventure. Je crois qu'une fois qu'on y a goûté, ce sentiment de liberté ne nous quitte plus jamais. Alors c'est peut-être pour ça que je suis parti pour ce nouveau périple. Cette histoire que je vais maintenant vous raconter. Cette histoire longue de 300 km, sur le chemin de la Via Alpina. Jour 1. Les sensations, lors d'un nouveau départ, sont toujours particulières. On ressent à la fois un mélange de stress, d'appréhension, mais aussi un sentiment d'excitation et d'impatience. Ces derniers mois, j'ai songé tous les jours à ce départ. Des mois de préparation, des longues nuits blanches. Les routes alpines me bercent et la fatigue me rattrape. J'ouvre les yeux entre deux sommes pour contempler les paysages. Ça y est, le voyage a commencé pour de bon. Bientôt, nous serons dans les montagnes. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par la grandeur des paysages et la liberté ressentie devant cette immensité. Alors, avec l'année confinée, qu'on venait tous de passer, j'avais besoin de partir respirer et d'explorer de nouvelles étendues. Et en observant l'immensité du massif alpin, j'ai découvert qu'il existait un chemin de grande randonnée qui traversait les Alpes sur plus de 5000 km, allant de la Slovénie jusqu'à Monaco. La Via Alpina. Du coup, j'ai commencé à imaginer le projet d'une longue randonnée sur ce chemin assez méconnu et qui traverse absolument tout. Et après de nombreuses aventures en solitaire, je voulais cette fois-ci pouvoir vivre une expérience faite d'émotions et de partage. C'est là que Quentin entre en jeu. Trek première. C'est parti. Ensemble, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Alors j'ai envie de dire que l'alchimie était déjà bien présente et que le tout s'est fait assez naturellement. J'avais déjà dans l'idée d'aller passer mes vacances à la montagne parce que j'adore ça et puis j'avais besoin de me ressourcer. Finalement, je savais pas vraiment à quoi m'attendre parce que c'était vraiment une première pour moi, ce type d'aventure. Donc bon, je savais qu'on allait connaître des moments forts, des moments d'émotion, mais aussi qu'on allait connaître des galères et puis des moments de moins bien. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'était l'occasion de pouvoir réaliser une aventure entre potes, donc allons-y. Notre objectif était donc de partir découvrir une nature encore sauvage et préservée de Slovénie, traverser les célèbres Dolomites italiennes et enfin remonter la région du Sud Tyrol vers les sommets autrichiens. Plus que le défi physique, nous voulions surtout découvrir et explorer ces divers paysages de montagne à notre rythme.
En débutant cette aventure, j'imaginais un grand ciel bleu, nous invitant au voyage. Mais aujourd'hui, le ciel a revêtu la parure des mauvais jours, ce qui vous donne l'envie de rester bien au chaud chez vous. Il pleut tellement qu'avec Quentin, on part s'abriter comme on peut, sous les tonnelles d'un restaurant. Dans nos têtes, à cet instant, on se demande bien ce qu'on est venu faire là. Mais en partant marcher en montagne, on s'expose forcément aux éléments de la nature. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est le jeu et il faut faire avec. Ça change les plans, c'est comme ça, hein, faut s'adapter. En trek comme ça, faut avoir une capacité d'adaptation assez folle. Il y a des choses qu'on contrôle pas dans la vie. Et la météo, malheureusement, en fait partie. Alors qu'importe, c'est aujourd'hui, sous cette pluie diluvienne, que débutera ce trek. Rien ni personne ne peut à présent nous faire changer d'avis. Mesdames et messieurs, l'heure est grave après de longues minutes d'attente. La décision a été prise à l'unanimité. On va partir sous la pluie. On endosse alors notre sac à dos et on démarre enfin ce pourquoi on est venu. Mais aujourd'hui, la pluie est tellement forte qu'elle résonne partout dans la montagne et nous foudroie comme un éclair. Ah, c'est vrai que le premier jour, on n'a vraiment pas été épargné par les conditions. On est arrivé, on s'est pris un orage incroyable. On essayait d'être très rapide, mais on était dans un chemin vraiment très technique et qui montait. Tu m'attends en haut? Ouais. Tu m'attends en haut? Il commençait à faire nuit, il y avait vraiment beaucoup d'éclairs, donc c'était vraiment pas facile. Pendant 1 ou 2 heures, on se prend des sauts de pluie sur la tête, pendant une montée en plus, c'est une montée assez difficile. La nuit est tombée depuis bien longtemps, lorsque nous arrivons épuisés et trempés à notre premier bivouac. En seulement 1 jour, la Via Alpina nous a déjà mis à l'épreuve. Au réveil, le déluge semble s'être arrêté. Nous décidons alors de partir repérer les environs. Et après la journée chaotique de la veille, la surprise est de taille lorsque nous découvrons l'endroit où nous avons passé la nuit. Le dépaysement est total et on se croirait presque perdu au milieu de l'Alaska. Puis, nous partons grimper en altitude, en plein cœur des montagnes. Et à mesure que nous avançons, les immenses forêts de pins s'effacent et laissent alors place à un véritable décor lunaire. Le vide et le silence règnent alors en maître. Mais c'est en dépassant les 2000 mètres d'altitude qu'une atmosphère mystique se dégage soudainement.
et on s'imagine alors dans le film Interstellar, lorsque nous traversons les névés, dans l'horizon nappé de brume. Je sais pas si vous voyez, mais on est en plein dans les nuages, ou dans le brouillard, je sais pas. Enfin bref, je ne vois plus rien. D'ailleurs, j'ai du mal encore à distinguer Quentin qui est juste devant. Franchement, là, on est à 2300 mètres d'altitude. On va bientôt arriver, mais on est vraiment tout seul dans les montagnes. Depuis notre arrivée en Slovénie, nous sommes les plus souvent seuls à marcher sur les chemins. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes isolés du monde, entourés de brouillard. Ce n'est pas le moment d'avoir un pépin, surtout que la nuit commence déjà à tomber. Faut mettre les mains là, non? Il faut vite qu'on passe cette paroi rocheuse et qu'on redescende de l'autre côté du versant. Et puis comme on était sur le brouillard en haut, on voyait pas beaucoup le chemin. Et à un moment, j'arrive devant un précipice, devant un vide. Et la seule solution, c'était de descendre. Alors on savait pas quelle distance il y avait, quel dénivelé il y avait, parce que justement il y avait du brouillard. Et le seul moyen de descendre, c'était de prendre un câble en fer. C'est vrai que là, personnellement, quand je suis arrivé devant le vide, j'ai vraiment paniqué, j'étais vraiment pas bien, une grosse montée d'adrénaline. Au final, c'était une paroi à descendre juste à l'aide d'un câble, on n'avait aucune sécurité. Et si on glissait, c'était terminé. Donc, c'est vrai que sur le coup, on n'a vraiment pas fait les malins. Et c'est une fois arrivé en bas où toute l'adrénaline est redescendue et puis là, on était soulagé. Les débuts du trek sont difficiles, autant sur le plan physique que mental. La peur nous a déjà envahis. En seulement 2 jours, on a compris que le danger était bien réel, et l'ignorer serait inconscient. Alors pas question de jouer les têtes brûlées, mais pas question non plus de céder à la paranoïa. La peur fait partie de la vie. Elle nous guide et nous force à démultiplier notre concentration à chaque pas. C'est elle qui nous fait avancer. Non. Notre corps doit très vite s'habituer aux efforts répétés de ce que représente un trek. Bon c'est parti pour les névés. À partir d'aujourd'hui, on marche. Demain, on marche. Après-demain, pareil. Et ainsi de suite. C'est à présent notre quotidien. Et on va devoir s'y faire. Car le mot trek n'est pas à confondre avec du tourisme. D'origine néerlandaise et africaine, il signifie migration. Il est utilisé pour la première fois en Afrique du Sud dans les années 1800, lorsque des paysans africains quittèrent leur pays pour fuir la domination britannique des colonies et remontèrent alors à pied vers le nord. Aujourd'hui, dans la conscience populaire, le mot trek est défini comme une longue randonnée, itinérante, aventureuse, entreprise à pied et en autonomie, en bivouac ou en refuge, dans des régions montagneuses et très souvent difficiles d'accès. Un trek est un long chemin. Un chemin qui, nous le savons, sera sans cesse ponctué de hauts et de bas. De moments difficiles, comme des instants d'émerveillement. C'est comme ça qu'après avoir quitté les montagnes slovènes, nous atteignons l'une des plus belles rivières d'Europe, la célèbre rivière
Soka. Bon, c'est bon, là la pluie va pas tarder à arriver, mais on a monté le campement. On est juste à côté de la rivière Soka. En tout cas, c'est incroyable. Quentin qui est en train de se débarbouiller là-bas. On est littéralement sur une plage, sur une plage de pierres blanches. Et puis voilà. Pendant plusieurs kilomètres, nous longeons alors cette rivière d'émeraude. Elle nous rapproche un peu plus de la frontière italienne. Et c'est en franchissant le col de Monte Guarda que nous laissons derrière nous notre premier pays, la Slovénie, et sa nature aussi sauvage que mystique. On arrive en haut, et donc en haut c'était la frontière avec l'Italie. Et bon bah là la récompense, un vautour qui tournait autour, magnifique, avec une vue à 360 degrés, enfin sur toute la vallée. Bon, et puis là on oublie toutes les gouttes de sueur et toutes les douleurs qu'on a, et puis on kiffe le moment. De toute son envergure élancée, ce vautour nous montre le chemin. Le chemin vers notre prochaine destination. La région du Sud-Tyrol et ses célèbres Dolomites. Les Dolomites. Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009, ces montagnes d'Italie du Nord, célèbres pour leurs sommets abrupts et leurs nombreux lacs, étaient un lieu que nous ne voulions pas rater lors de notre passage sur la Via Alpina. Avec une altitude moyenne variant de 2000 à 3000 mètres d'altitude et des milliers de sentiers escarpés, les Dolomites sont aujourd'hui un véritable temple pour les randonneurs et les alpinistes. Et il faudrait plusieurs mois pour venir à bout de ces montagnes faites de tours et de remparts, tellement le massif est immense. Entre 1915 et 1918, pendant la Première Guerre mondiale, la région du Sud-Tyrol servait de front de bataille entre les Italiens et les Austro-Hongrois. À la fin de la guerre, le territoire fut rattaché à l'Italie, et aujourd'hui, on retrouve encore d'anciennes fortifications et des galeries souterraines qui servaient autrefois à l'approvisionnement des armes. Nous partons alors traverser ces montagnes historiques d'est en ouest, avec comme premier objectif de rejoindre l'endroit emblématique des Dolomites, le massif des Tre Cime di Lavaredo.
Les chemins touristiques s'effacent alors petit à petit et deviennent assez accidentés lorsque nous arrivons devant nos premières via ferrata. Suspendues au-dessus du vide, elles servaient autrefois aux soldats pour se déplacer. Avec nos gros sacs sur le dos, nous devons alors redoubler d'efforts. Mais après plusieurs minutes de lutte, nous arrivons enfin au pied d'un monument, le symbole des Dolomites. Reconnaissables parmi toutes les autres montagnes par leur forme unique, les 13 Cimes di Lavaredo font partie d'un des plus beaux paysages de montagne dans toute l'Italie. Ces 3 pics verticaux, se dressant comme des menhirs à près de 3000 mètres d'altitude, ont été pendant des décennies le théâtre de conquêtes et d'ascensions spectaculaires qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme. Bon, ça y est, on en a pris plein les yeux devant les 13 Cimes di Lavaredo. Maintenant, on se dirige vers un petit refuge, là, un refuge Locatelli. Et ensuite, on va descendre dans la vallée. Nous reprenons ensuite notre route. Déjà 100 km de parcouru. 100 km, déjà. Tant de kilomètres à ressentir sous nos pieds la roche des chemins, la mousse reposante de l'herbe au matin, ou le béton des villages traversés. Cette barre symbolique des 100 km franchis nous fait soudainement prendre conscience que depuis le début, marcher en autonomie pour atteindre un but nous permet au fur et à mesure de retrouver les choses simples de la vie. À l'heure où il suffit de tourner un bouton pour bénéficier de la chaleur, de la lumière ou de l'eau, marcher est un simple moyen de distinguer l'essentiel du superflu, de revenir aux basiques et aux fondamentaux. J'aime l'itinérance en bivouac pour la liberté qu'elle procure. Fatigue ou paysage invitant à la contemplation, on s'arrête où l'on veut, quand on veut. Alors, chaque soir, après les efforts du jour, c'est une deuxième journée qui commence alors. C'est notre moment préféré. Le moment où l'on se met à la recherche d'un emplacement pour pouvoir dormir. Chaque soir, on décompresse des efforts du jour, devant un paysage différent. Comme ce soir-là, lorsque nous arrivons devant le lago Sorapis. Quand on est arrivé tout en haut et qu'on a découvert le lac, on avait pas de mots, on se regardait, c'était vraiment incroyable, une couleur du lac, on n'a jamais vu ça, et des montagnes autour, mais bah, même pas de mots pour le dire, tellement c'est vraiment incroyable. Se retrouver tout là-haut, dans notre petite tente, encerclé des montagnes, devant ce lac presque irréel, est quelque chose d'indescriptible. Après plus d'une semaine de marche, à vivre avec seulement le nécessaire, on remarque tout simplement qu'on ne manque de rien. Un petit réchaud, des pâtes, un bon thé. Il n'y a pas besoin de plus. Et bizarrement, perdu au milieu de nulle part,
on s'aperçoit que de ne plus avoir de confort, c'est aussi confortable. Le manque de confort, on s'y fait au bout d'un moment. Enfin, on apprécie justement de vivre avec le minimum, de se retrouver le soir autour d'un repas, de discuter, et justement on profite de ces instants. De toute façon, le paysage fait le reste. Pour nous, c'était l'occasion de prendre un peu de hauteur, pour observer les choses sous un autre angle. Et en revenant, définir à nouveau les choses qui sont importantes, et celles qui le sont moins. Mais en montagne, prendre de la hauteur, c'est aussi gravir des sommets. Des sommets qui parfois se mettent en travers de notre chemin. Le Croda del Becco. Surnommé le Secofel, ce sommet, haut de 2810 mètres, fait partie d'un des colosses dans les Dolomites. Il surplombe fièrement le fameux lago d'Ibraïs, que nous devons rejoindre par la suite. Alors, ce 8e jour, quand il est arrivé sur notre route, au fond de nous, on savait. On savait qu'on devait tenter son ascension. The better way is to come back and to... Okay. Well, so we are going to see. Ouais. Ok. C'est ça? Thanks. Car juste avant, j'ai oublié de vous mentionner un petit épisode qui s'est passé quand nous étions en Slovénie et qui prend maintenant toute son importance. Au début du trek, avec Quentin, on s'était fixé le défi de gravir le Triglav, le sommet de la Slovénie, à 2864 mètres d'altitude. Demain, on gravit le Triglav. Là, on est juste à son pied. Et demain matin, donc du coup, c'est le Triglav. On est venu en Slovénie pour ça. On doit être à son pied là. Donc, une grosse ascension. On vient juste d'arriver au pied du Triglav, qui est juste là. Ça fout un peu les boules quand même quand on est en bas. On sait pas trop à quoi s'attendre. On va bien voir, on va essayer de faire le maximum et puis si on peut pas, hein. Mais face à lui, on avait renoncé à l'ascension, en voyant le mauvais temps qui nous tournait autour, et surtout la via ferrata qu'il fallait prendre pour arriver en haut. Petite mise à jour sur le Triglav, on va pas le faire. On vient de rencontrer un gars là qui vient de grimper d'ailleurs la via ferrata, qui nous a dit que c'était vraiment pas sécure de le faire sans équipement, sans casque, etc. En plus le temps allait pas mal. Il allait pleuvoir dans 2 heures. Qu'il allait pleuvoir dans 2 heures, donc c'était vraiment assez risqué ce qu'on allait faire. Donc on a décidé de faire machine arrière. Ce jour-là, la raison avait parlé. Mais en quittant la Slovénie, on avait au fond de nous ce petit goût amer. Cette sensation d'échec, de ne pas avoir réussi cette ascension. Alors, quand est arrivé le Croda del Becco sur notre route, on avait comme l'impression d'avoir une revanche symbolique. On voulait vraiment grimper le Secofel. On demandait aux gens qui descendaient est-ce que c'est difficile, ils nous disaient oui c'est quand même difficile. Et puis c'est vrai que sur les cartes c'était mis sentier très difficile avec via ferrata. Et c'est vrai que après avoir passé les expériences d'avant de via ferrata, on voulait pas vraiment recommencer. Mais on s'est dit quand même qu'on devait le faire et c'était un petit peu une petite revanche par rapport au Triglav. Bon, du coup les gars, on est parti pour le sommet Croda del Becco. 2008, ça va être chaud, mais écoutez, on va le faire. Le petit stress, mais bon, c'est parti. L'ascension débute alors tranquillement, jusqu'à ce que nous arrivions sur des crêtes rocailleuses. Ici, nous sommes à découvert, et de violentes rafales de vent viennent alors frapper notre visage. Le vent est tellement fort qu'il nous empêche même d'avancer.
Mais après avoir passé cette partie venteuse, nous arrivons enfin au pied du sommet, là où quelques jours plus tôt, devant le Triglav, nous avions fait demi-tour. La même sensation de peur nous envahit alors. Mais cette fois, on décide quand même d'y aller. Et c'est vrai que même en bas, c'était assez impressionnant parce que la première partie était vraiment abrupte et quand on voyait, c'était vraiment limite une paroi. Comme pour le Triglav, les nuages arrivent de tous les côtés et nous encerclent rapidement. On ne voit plus rien à 2 mètres. Continue. On voit plus grand chose là. Avec Quentin, on arrive même à se perdre de vue dans toute cette brume. Mais finalement, c'était pour mieux se retrouver, à 2810 mètres d'altitude, lorsque nous arrivons enfin au sommet du Croda del Becco. L'échec du Triglav était maintenant derrière nous. C'est Winston Churchill qui disait que le succès, c'était d'aller d'échec en échec, sans jamais perdre son enthousiasme. Alors on a continué d'essayer, et on a persévéré, pour enfin y arriver. Car l'échec fait partie de la vie. Sans lui, on ne peut pas apprendre. Il est le fondement de la réussite. Après les émotions de la veille, nous redescendons vers le Val Funès. Dans cette vallée, en plein cœur du massif des Dolomites, nous retrouvons un peu de verdure et nos amis les marmottes. Depuis notre arrivée sur la Via Alpina, on oscille sans cesse entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Alors, après avoir enchaîné de la roche et des cailloux depuis le début, ici, on a l'impression de marcher sur une véritable moquette. Les jours s'enchaînent, et les kilomètres avec. Les décors varient constamment, devenant une source d'inspiration inépuisable. Et le lendemain, les prairies du Val Funès s'effacent, lorsque nous franchissons les montagnes des Cinque Torri. Ces 5 tours de pierre qui dominent la vallée ont été les spectateurs des plus grandes batailles entre Italiens et Austro-Hongrois pendant la Grande Guerre. Cette région des Dolomites est aujourd'hui un immense musée à ciel ouvert. Et le temps est ici comme suspendu. Après plus d'une semaine à marcher, nous dépassons enfin les 200 km. Chaque jour qui passe, nous prenons plaisir à être au contact de la nature, à être dehors tout le temps. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'aventure, nous nous couchons naturellement de plus en plus tôt le soir. Allez, jour 10 aujourd'hui. Il est 6h du matin, une grosse journée nous attend. Allez, let's go. Ça nous permettait de pouvoir profiter de la fraîcheur du matin.
de la solitude sur les chemins et d'assister à ces moments magiques. J'aime ces instants de calme dans une aventure. Ils nous permettent de prendre du recul sur notre vie et les événements. Face aux dernières lueurs du jour, je n'entends alors plus que la respiration du vent et le claquement des arbres autour de moi. Et ce soir, c'est un début de nostalgie qui me traverse. Car demain, l'objectif est de rejoindre le lago di Caressa. Après 13 jours de marche sur la Via Alpina, notre aventure partagée touchera alors à sa fin. Quentin ayant reçu des obligations de travail en France. Devant ce lac, notre route se séparera alors. Et je poursuivrai seul jusqu'en Autriche pour terminer le trek. Mais avant de partir, nous ne le savions pas encore, mais les Dolomites nous réservaient un dernier épisode. Un dernier acte riche en émotions. Jour 13. Après avoir traversé les montagnes des Dolomites d'est en ouest, nous sommes maintenant tout près de la frontière autrichienne. Alors, pour ce dernier jour en Italie, nous arrivons à l'intérieur d'un immense gouffre, où un sentiment d'oppression nous submerge d'entrée. Mais l'oppression laisse rapidement place à la libération, lorsque nous arrivons dans un des plus beaux tableaux des Dolomites. À part une chaleur désertique et écrasante dès le matin, tout avait bien commencé. Mais comme on le sait maintenant, une aventure sans péripéties ne serait pas vraiment une aventure. Une dernière journée qui normalement devait être à peu près comme toutes les autres, mais qui bien entendu s'est pas passé comme toutes les autres. Un super temps, on avait eu très très beau le dernier jour. On avait quitté un refuge vers 10-11 heures, après s'être posé un petit peu. Bon, là du coup on est arrivé à un refuge à 2400 mètres d'altitude et on doit rejoindre un autre refuge à 2600. Donc on a encore tout ça là à grimper. Ça va être chaud. Et puis là, il y avait une montée déjà qui était déjà costaud et des montées vraiment très très abruptes et très dangereuses. C'est beau mais c'est dur. Avec un soleil qui tapait sur la roche, je me rappelle au sommet à 2005 ou 2006. Ça nous avait vraiment mis un coup sur la tête et puis après une dizaine de jours déjà de trek, on commence à quand même à être fatigué. Oh là là, on a morflé là. On a morflé. Nous sommes déjà épuisés lorsque nous arrivons au pied d'une immense paroi à franchir, avec une nouvelle fois des cordes métalliques. Dernière ascension là, mais là ça va être escalade partie. Ça va être tellement chaud là, je vois les gens qui sont en train d'escalader. Ça me fait un peu peur, mais bon, pas le choix. Allez, on y va.
Après une bonne heure de lutte, nous arrivons enfin en haut. Mais une terrible descente nous attend alors. On est arrivé en haut et là il y a une descente dans des gravions vraiment avec des petits virages vraiment très très dangereux. Et de toute façon le plus difficile je trouve c'est vraiment les descentes où ça force sur les cuisses et en fin de voyage comme ça fait très dur. Et on devait passer aussi des névés, et même avec la chaleur, il y avait encore des névis à cette altitude. Bon, on est sorti de l'enfer. Oh la vache, c'était chaud. Il y avait de l'escalade, via ferrata, des cordes, enfin la totale. C'était dur. Là, on est à 2500 mètres d'altitude. On vient de faire 1004 dans la journée là, c'est pas encore fini. Et donc il nous restait juste une dernière grosse ascension. Et normalement on est arrivé à un refuge où on pensait prendre un petit 4 heures avec une petite bière, donc on était tout content. Mais sauf qu'à 1 km du refuge encore, on s'est retrouvé au pied d'une via ferrata encore. Sauf que là c'était vraiment trop dangereux. Il fallait absolument être attaché et avoir un casque pour la faire, sinon c'était tout droit à la catastrophe. La nuit va bientôt tomber et nous sommes bloqués devant cette paroi qui nous empêche d'avancer. Nous devons alors prendre une décision rapidement. Bon, au final, pas de via ferrata. Regardez-moi ce vide, les gens là. C'est trop dangereux donc on va rallonger un peu, tant pis, mais on va pas se tuer pour être si proche du but là. En plus on voit le lac juste au bout là-bas, notre point d'arrivée. Bon, avec Quentin du coup on a décidé de prendre l'option vallée. Donc là on est parti pour redescendre tout ce qu'on vient de monter. Voilà, la ferrata, etc. Faire demi-tour, c'était la décision raisonnable à prendre. Mais cela nous oblige à rallonger d'une dizaine de kilomètres. Et nous sommes déjà exténués par les efforts de la journée. Une course contre la montre débute alors, pour trouver un bivouac avant la tombée de la nuit. Bon, et du coup avec ces histoires d'avoir fait demi-tour, etc., on a perdu là le temps. Et là du coup, on est dans la vallée, dans une petite forêt. Donc là on trace pour essayer de trouver un petit bivouac pour passer la nuit, avant qu'il fasse nuit. Donc on se dépêche. Les derniers kilomètres étaient vraiment très longs. Même moi qui physiquement avait tenu jusqu'à là, je commençais vraiment à ne plus en pouvoir et j'avais hâte d'arriver. Puis, voyant le soleil se coucher, nous décidons d'arrêter les recherches et de planter la tente dans cette petite prairie. Ouais, ce terrain assez pentu fera l'affaire pour cette nuit. Vivre au jour le jour, sans se soucier de demain. S'il y a bien une leçon qu'on retiendra de cette aventure, c'est bien celle-là. Car aujourd'hui, les montagnes des Dolomites en avaient décidé autrement. Elles avaient décidé de nous garder encore un jour de plus, avec elles. Alors, le lendemain, nous descendons enfin vers notre dernière étape, le Lago di Caressa. Une dernière fois, nous admirons ces montagnes si spéciales, au lever du soleil. Puis, nous arrivons enfin devant le lac. Ici, nous retrouvons la civilisation, après tant de jours passés isolés, en montagne. C'est aussi devant ce magnifique lac d'Italie que je dis au revoir à mon fidèle binôme, Quentin, pour partir rejoindre seul la frontière autrichienne. C'est la fin de notre aventure partagée. Alors, après ces longs jours de marche à deux, je me retrouve maintenant seul avec moi-même, en direction de mon dernier pays,
l'Autriche. Jour 16. Pour ces derniers jours, en solitaire, je m'étais fixé un ultime défi. Un défi qui me tenait particulièrement à cœur. Avant de partir, j'avais repéré sur la carte une petite cabane, perdue au milieu de nulle part, en plein cœur des montagnes. Je m'étais alors donné l'objectif d'y passer la dernière nuit de l'expédition. Mais sur la carte, aucun chemin ne semblait mener à elle. Alors existait-elle toujours? Serait-elle ouverte? Le chemin pour y arriver était-il dangereux? Tant de questions sans réponse. Mais en même temps, c'est ça qui définit une aventure. Partir dans l'inconnu, sortir de sa zone de confort et constamment s'adapter à l'imprévu. Là maintenant je me mets à la recherche de la petite cabane pour dormir ce soir. Je pars complètement à l'aveugle. J'ai repéré cette cabane sur Google Maps. Je sais pas du tout si c'est accessible. Je vais essayer de la trouver et puis si je la retrouve pas, je sais pas, je rebousserai chemin, enfin je verrai bien ce que je fais. Je remonte alors la région du sud Tyrol, vers l'Autriche, lorsque je découvre des sommets enneigés et des cirques glaciaires qui se dégagent partout autour de moi. Et en franchissant le sommet du Rotballspitze, à 2897 mètres d'altitude, je laisse derrière moi l'Italie. Me voilà enfin en Autriche, le dernier pays de cette expédition. En marchant, on dit souvent qu'on est déconnecté de la réalité. Ce n'est pas totalement faux, mais le sentiment que je perçois plutôt est au contraire une connexion à soi-même. Par sa symbolique, ses exigences, ses rencontres, ses moments de répit et le temps disponible à la réflexion, la marche nous invite souvent à l'introspection et au voyage intérieur. Je prends souvent l'exemple des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui partent marcher pendant des mois sur les chemins pour vivre une expérience profonde et se retrouver avec eux-mêmes. Car marcher seul, c'est aussi apprendre à se connaître, à mieux appréhender ses forces, ses faiblesses et ses limites, à mieux savoir ce qui nous anime, nous passionne, mais aussi ce qui nous irrite et nous angoisse. Ça fait 17 jours que je marche sur la Via Alpina. 17 jours de paysages parcourus. 17 jours à faire face à la nature et aux éléments. Parfois, j'aurais souffert. Parfois, j'aurais eu peur. Et parfois, j'aurais été émerveillé. Mais aujourd'hui, tout prend fin. En partant à la recherche de cette cabane, on pourrait me prendre pour un fou. Je suis peut-être en marche vers une illusion perdue. Mais qu'importe. J'ai toujours pensé que la base, si on voulait réaliser quelque chose, c'était d'abord d'y croire, au plus profond de soi. Et ensuite, d'être convaincu qu'on allait le faire. Car je suis sûr qu'avec la foi, la volonté et la conviction, on peut surmonter tous les obstacles qui se dressent alors devant nous.
car c'est en franchissant le 300e kilomètre de l'aventure que j'aperçois enfin, perdu au milieu des roches, un petit point jaune. Il ne me reste qu'un dernier effort à fournir. Lutter une dernière fois contre la peur du vide, en partant traverser une longue crête vertigineuse. Un pas après l'autre, comme depuis le début de cette aventure. Après une ultime montée, je suis bien arrivé à la cabane. Alors par contre, j'ai un peu joué cette montée à pile ou face, donc j'espère que c'est ouvert. Allez, on prie. Oh oui. Yes. Oh putain, yes. Oh ouais. C'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qui nous pousse sans cesse à partir à l'aventure? Pourquoi quitter son confort quotidien pour partir marcher plusieurs jours en montagne? Est-ce pour se sentir tout petit face à l'immensité de la nature? Pour le plaisir étrange, mais si agréable de se perdre pour mieux se retrouver? Ou pour simplement être seul face à la beauté des éléments, et en même temps plus que jamais, lié à un tout? Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas besoin de raison. Pour certains, la montagne n'est pas un but, mais un chemin. Le sommet, une étape. Et une fois là-haut, il n'y a plus qu'à continuer. Car contrairement à la route, le chemin est un appel. Un appel à la lenteur et non à la vitesse. Un appel à la rêverie et non à la vigilance. Il nous ouvre à la découverte, à la surprise, à l'exploration et nous invite à la liberté. C'était une aventure incroyable, on a vécu des choses très fortes, des émotions, tant de la peur que des moments de joie, puis du bonheur. On a vu des paysages, je pense, qui sont vraiment gravés, et puis de vivre ça à deux surtout, je pense, de partager les moments comme ça, c'est vraiment incroyable. 17 jours, 300 km, plus de 470 000 pas, 18 000 mètres de dénivelé positif, des montagnes traversées, des tempêtes affrontées, mais surtout des centaines de souvenirs gravés à jamais. Car nous sommes tous liés par le besoin de nourrir nos yeux et notre âme de vie, d'entendre des histoires, mais aussi d'en raconter. Alors, à l'intérieur de cette petite cabane, en lisant les récits d'autres voyageurs passés avant moi, j'ai moi aussi pris un stylo et j'ai commencé à écrire. Écrire pour vous conter notre récit, notre histoire.
Thank